Je vais commencer par un retour en arrière. Revenons au 13 octobre 1970. Donc le 13 octobre 1970, alors voilà, le conseil de l'université Laval approuvait la résolution suivante. 1. Que le département de sociologie et d'anthropologie de la faculté des sciences sociales soit aboli. 2. Que 2 départements soient créés, à savoir celui de sociologie et celui d'anthropologie. Et 3. Que le nouveau département d'anthropologie s'en tienne principalement au domaine de l'anthropologie sociale, culturelle, et qu'il concentre ses efforts sur les aires culturelles les plus rapprochées, à savoir le Canada français, les Amérindiens et les Inuits. Vous comprendrez donc qu'aujourd'hui, que depuis hier, le département d'anthropologie a dépassé le cap des 50 ans, que nous le fêtons, et donc j'annonce, entre autres activités, qu'il y a un visionnement exclusif de la pièce Bâtarde du théâtre Everest le 21 octobre 2020. Toutes les infos sont sur la page ce qu'on appelle le 50-20-20, donc le cinquantenaire du département d'anthropologie. Il faut s'inscrire pour participer à cet événement, mais c'est gratuit. Donc voilà, quoi de plus agréable de commencer une conférence par une invitation à faire la fête avec nous. Alors, 50 ans, c'est être à la fois jeune, mais c'est également avoir acquis une certaine maturité, une certaine expérience de vie. Et en 50 ans, nous changeons évidemment, mais la société se transforme. Et c'est ce qui offre là aux anthropologues une fine épaisseur historique pour comprendre les racines du présent. Depuis 1970 jusqu'à aujourd'hui, de nombreux anthropologues du département ont travaillé avec les communautés inuites, alors que l'on pense au premier d'entre eux, Bernard Saladin d'Anglure, à François Trudel, Louis-Jacques Doré, Frédéric Legrand, Michel Daveluy, encore aujourd'hui. Et en 50 ans, les conditions de ce qu'on nomme le terrain en anthropologie, donc le terrain, c'est cette expérience d'immersion au sein d'une communauté qui constitue en fait une sorte de rite initiatique pour tous ceux qui veulent devenir ou être considérés comme des anthropologues. Donc, les conditions de ce terrain ont considérablement changé. Donc, Bernard Saladin d'Anglure pouvait encore prendre des habitations de neige en photo lorsqu'il était sur le terrain. On le voit là avec un Inuk et on voit une habitation de neige derrière. Moi, par contre, c'est dans le confort bien douillet de maison chauffée que j'ai fait mon terrain, que j'ai commencé en 2009 dans la communauté d'Ivouyivik. Alors, les aînés que Bernard Saladin d'Anglure interrogeait à l'époque ont grandi dans la toundra. Les aînés que moi j'interroge aujourd'hui, ce sont en fait les jeunes que Bernard Saladin d'Anglure rencontrait lorsqu'il faisait son terrain dans les années fin des années 60, début des années 70. Si ces aînés sont nés parfois dans les camps, ils ont grandi dans les villages. Bref, on pourrait s'amuser à analyser un tas de différences entre les expériences de terrain vécues par mes prédécesseurs et celles que moi ou mes étudiants ou les autres chercheurs qui travaillent aujourd'hui dans l'Arctique rencontrent. Et ces différences-là seraient probablement liées aux transformations qui ont vécu les sociétés inuites au cours des 50 dernières années. Mais ce que je souhaite explorer, cependant, ici aujourd'hui, même si c'est directement lié à tout ce contexte politique, social, culturel, c'est comment la façon même de produire de la science, en l'occurrence ici l'anthropologie, s'est transformée. Alors, cette présentation va avoir pour objectif d'explorer les principales transformations qui se sont produites dans le champ des études inuites depuis ses débuts, de pointer les obstacles auxquels les anthropologues sont désormais confrontés quand on fait du terrain et quand on mène des recherches, et de comprendre quelles en sont les conséquences. Je vais me baser pour cela sur l'expérience d'une rencontre manquée avec une femme inuit, en fait plus particulièrement une Inupiaq, donc une femme de l'Alaska, d'origine d'Alaska. Il s'agit en fait pour moi d'un exercice cathartique dans le sens où cette relation fut pour moi d'une
d'une grande violence tant sur le plan personnel que professionnel. Alors, si jamais parmi l'assistance se trouvent des personnes qui m'ont déjà entendu parler de cette rencontre manquée ou qui ont déjà lu mon article qui est intitulé « Rencontre manquée dans l'Arctique, colonialisme et conflits ontologiques sur le terrain » qui est paru cette année dans la revue ethnographique.org, qu'ils m'excusent car je vais reprendre en partie certains arguments que j'avais développés. En effet, c'est important pour moi cette rencontre parce qu'elle constitue un événement tournant dans ma façon d'aborder le terrain et la recherche, et elle n'a pas fini de nourrir ma réflexion. Il se peut que, au cours des prochaines années, je continue à réfléchir sur cette relation. Elle permet en fait de mieux saisir certaines impossibilités de ce qu'on appelle la relation ethnographique, donc la relation que l'anthropologue noue sur le terrain avec les gens qu'il rencontre. Elle permet d'envisager aussi des pistes qui nous permettent de continuer à faire de l'anthropologie malgré les nombreuses critiques et les pressions qui proviennent du milieu autochtone. En fait, les autochtones et les Inuits aujourd'hui remettent en cause le fait que les activités des chercheurs, ce qu'ils critiquent, c'est que les activités des chercheurs reproduisent des inégalités qui sont héritées de la période coloniale. Et ils réclament en fait de mieux contrôler la recherche qui se fait dans leur communauté. Donc, ce qu'on nomme parfois l'irruption des autochtones dans la recherche, c'est un phénomène qui est global. Il a été en fait mis en évidence dans plusieurs parties du monde où il s'exprime parfois avec beaucoup de véhémence. Face à cette situation, les anthropologues sont divisés. Certains vont dénoncer une forme d'essentialisme ou d'ethnicisme des critiques autochtones. D'autres y voient l'occasion de mieux comprendre en fait les différentes perspectives et aussi les enjeux de pouvoir au sein de la relation entre chercheurs et peuples autochtones. Et d'autres encore envisagent ces développements comme le signe positif d'une décolonisation de la recherche et des remaniements qu'elle suppose quant à la façon de produire des connaissances scientifiques. Donc, ma présentation se divise en 4 points majeurs. Tout d'abord, je vais décrire les transformations de la recherche anthropologique dans l'Arctique canadien. Ensuite, je vais vous parler de cette rencontre et de la cassure ou de la rupture avec cette femme que je nommerai Sally. Enfin, je vais vous expliquer 3 enjeux majeurs sous-jacents à cette rencontre manquée. Et en dernier lieu, je vais essayer d'identifier quel bouleversement épistémologique cette rencontre a provoqué. Donc, tout d'abord, on peut distinguer dans l'histoire de la relation entre les anthropologues et les chercheurs en général et les Inuits 4 grandes périodes, 4 grandes phases. Alors, bien évidemment, c'est schématique, ces périodes peuvent se chevaucher et puis d'un domaine scientifique à un autre, elles peuvent varier. Plus particulièrement, je parle de l'anthropologie, mais donc ça rejoint en fait la réalité d'autres grandes sciences qui se font dans l'Arctique également, sans pour autant que ce soit tout à fait pareil. Alors, la première période, on pourrait qualifier de la période des explorations. En fait, les premières informations de type ethnographique au sujet des Inuits du Canada ont été collectées par des pêcheurs, par des commerçants ou des missionnaires européens qui menaient des expéditions régulières dans l'Arctique, surtout, déjà au XVIIIe, mais surtout au XIXe siècle. Ces informations, au bout d'un moment, ont commencé à être rassemblées, analysées par ce qu'on appelait à l'époque des savants britanniques. Donc ceux-ci, en fait, analysaient toutes ces données et produisaient une forme de savoir. Et ils ont continué à réclamer, en fait, la collecte de ces données et à organiser même cette collecte de données en déployant des expéditions scientifiques
comme celles qui furent menées par les officiers de la Royal Navy, comme les capitaines Perry et Lyon entre 1819 et 1825. Et vous voyez la petite illustration, en fait, à droite de la diapositive, c'est un dessin du capitaine Lyon qui décrit en fait le mode de vie des Inuits. Alors, dans ce contexte, les Inuits jouent un rôle simple d'informateurs. Ils partagent en fait des informations au sujet de leur vie quotidienne, de leurs croyances, mais ils représentent également des alliés dans la mesure où ils aident les voyageurs à se déplacer et à survivre dans l'Arctique en chassant pour eux et en leur confectionnant des vêtements appropriés. Une deuxième période pourrait être qualifiée de colonialisme scientifique. Alors, sous la pression exercée par les Britanniques, le Canada commence petit à petit à institutionnaliser la recherche au début du XXe siècle. En fait, en 1910, sous la pression constante de la British Association for the Advancement of Sciences, le gouvernement canadien va finalement, après de nombreuses années, accepter de donner une reconnaissance à l'anthropologie et il va créer la division canadienne d'anthropologie au sein de la Commission géologique du Canada. Alors, suivant les recommandations de Franz Boas, qui est un éminent anthropologue américain, le directeur de cette division canadienne, de cette commission géologique du Canada va engager Edward Sapir, qui est un autre anthropologue américain, comme directeur de cette division. Sapir va constater en fait un peu l'altération des cultures autochtones au contact des Blancs et il pense même d'ailleurs que les Inuits sont voués à disparition. Donc cette idée de la disparition des cultures autochtones, elle n'est pas nouvelle. Déjà à la fin du 19e, début du 20e, on la trouvait. Donc il va donner à la division canadienne d'anthropologie la mission de poursuivre le travail de collecte ethnographique et il va organiser des expéditions. Donc, comme celle de Stephenson en 1913-1918. Ensuite, en 1925, Diamond Jenness, que vous voyez sur la petite illustration de droite, prend la suite de Sapir comme directeur de la division canadienne d'anthropologie. Donc, il continue, lui, à stimuler la recherche ethnographique, mais il va aussi s'impliquer dans la politique de gestion des populations indiennes et il met véritablement l'anthropologie au service de l'État canadien et elle va servir de plus en plus à orienter les politiques du gouvernement concernant la façon de gérer ces populations nordiques, comme on les appelait à l'époque. Donc, en produisant par exemple des études sur l'organisation sociopolitique des Inuits, sur la façon dont ces organisations se sont transformées dans le contact avec les Blancs qui arrivaient travailler dans ces régions-là, les anthropologues vont fournir des expertises qui vont permettre au gouvernement canadien et aux gouvernements provinciaux de comprendre les problèmes pratiques qui sont rencontrés sur le terrain par l'administration coloniale et ainsi mieux planifier le développement de l'Arctique. Donc, dans ce contexte, la recherche anthropologique sert ouvertement les intérêts de l'État colonial et les Inuits sont des objets de ces recherches. Une troisième période va s'ouvrir à partir des années 70. Prenant position contre les projets d'exploitation des ressources naturelles sur leur territoire, les premiers peuples vont désormais jouer un rôle dans la gestion de leurs affaires collectives. Ils vont le réclamer et petit à petit, ils vont jouer ce rôle. Alors, des accords sont signés, par exemple, avec les Inuits du Canada pour régler ces revendications territoriales et mettre aussi petit à petit en place des formes d'autonomie politique. Donc, dans ce contexte, les chercheurs en sciences sociales vont être mis à contribution. Ils vont aider en fait à identifier, par exemple, les régions traditionnellement occupées par les autochtones. Ils vont aider à prouver les droits autochtones d'usage et d'exploitation du territoire. Donc, à partir de cette période, plus spécifiquement, les Inuits vont acquérir un certain pouvoir et vont comprendre aussi toute la stratégie de la recherche. La stratégie, enfin l'intérêt stratégique de la recherche.
Ils vont réaliser, par exemple, ils vont acquérir un certain pouvoir dans la gestion de leur langue, de leur culture. Et par exemple, les Inuits du Nunavik vont créer l'Institut culturel Avatar en 1980. Au Nunavut, les Inuits vont obtenir le droit de réglementer la recherche archéologique. Donc, dans les différentes régions de l'Arctique canadien, des projets de recherche commandés par les Inuits voient le jour. Et réalisant qu'ils n'ont été jusque-là que très peu impliqués dans le processus de recherche, les Inuits du Canada commencent à questionner les conditions de production du savoir scientifique. Donc, va s'ouvrir une quatrième période dans la foulée de la reconnaissance de l'existence des droits des peuples autochtones du Canada, dans la loi constitutionnelle de 1982. L'Association universitaire canadienne d'études nordiques va adopter un premier code éthique mettant en avant l'importance de développer des partenariats avec les communautés inuites et de s'assurer de la restitution des résultats auprès de ces communautés. Donc, les recherches vont devenir participatives et elles vont inclure peu à peu les Inuits dans la production du savoir scientifique. Le développement d'une éthique de la recherche en contexte autochtone est également renforcé par tous les changements qui interviennent à l'échelle internationale et nationale aussi concernant les droits des autochtones, notamment les recommandations de la Commission royale du Canada sur les peuples autochtones en 1993 et le travail entrepris aux Nations Unies dans le domaine de la propriété intellectuelle et de l'éthique. Donc, l'éthique de la recherche devient au début des années 2000 une véritable préoccupation majeure pour les organismes subventionnaires canadiens qui vont affirmer l'importance de reconnaître la singularité des différentes conceptions du monde des peuples autochtones. Ils vont affirmer aussi l'importance d'impliquer les autochtones dans toutes les étapes de la recherche, depuis l'élaboration des projets jusqu'à la diffusion des résultats, et également la nécessité de respecter leurs coutumes et leurs codes de pratique. Donc ça, c'est ce qu'on retrouve par exemple dans l'énoncé de politique des 3 conseils qui a développé en fait tous ces principes-là en 2010. Les organisations autochtones elles-mêmes développent des protocoles pour mieux contrôler la recherche scientifique. Donc, il y en a plusieurs. Je cite la dernière plus importante qui est Inuit Tapiri Kanatami, donc l'association des Inuits du Canada, qui a publié sa stratégie nationale Inuit sur la recherche en 2018. Et enfin, au sein des universités ou des instituts de recherche, les comités d'éthique vont s'assurer du respect de ces politiques par les étudiants et les chercheurs. Donc, nous sommes encore aujourd'hui dans cette période marquée par l'importance de l'éthique dans la recherche menée avec les peuples autochtones. Et je pense que les débats autour de l'éthique vont se prolonger encore dans le temps. Cependant, je crois que nous entrons aussi progressivement dans une nouvelle période. Alors que les autochtones sont de plus en plus nombreux sur les bancs de l'université, qu'ils diplôment, certains d'entre eux proposent un nouveau paradigme scientifique, ce qu'on nomme un paradigme scientifique autochtone, basé sur des façons de penser le monde, des façons de vivre qui sont propres à leur culture. Et les anthropologues, tout comme les autres chercheurs travaillant auprès des communautés inuites et autochtones, doivent peu à peu s'interroger sur les fondements même de ce qu'est la science et sur les paradigmes avec lesquels ils travaillent. Et c'est ce bouleversement intellectuel qu'a provoqué finalement en moi une rencontre manquée sur le terrain. Je rencontrais Sally le 30 mars 2015. C'était une petite femme frêle d'aspect, d'un caractère nerveux, âgée d'une 50aine d'années et qui était assise dans l'assistance devant laquelle je présentais les résultats de ma recherche doctorale lors d'un séjour postdoctoral à l'Université d'Alaska à Fairbanks. Après avoir conclu ma présentation sur les transformations politiques vécues par les Inuits du Nunavik, je vois s'approcher de moi cette femme décidée
qui me dit qu'elle aimerait continuer à discuter avec moi. Heureuse de cette nouvelle relation et toujours en tant qu'anthropologue à la recherche d'une belle relation sur le terrain, je lui donne rendez-vous dès le lendemain et nous nous rejoignons à la Rainy Cabin, donc un chalet centenaire qui porte le nom d'un éminent archéologue spécialiste de l'Arctique et qui appartient au département d'anthropologie de l'Université d'Alaska à Fairbanks. C'est là que je loge, en plein cœur du campus. Donc vous voyez une image de ce chalet. J'ai pas pu m'empêcher de la petite photo avec mon fils devant le chalet, mais c'est aussi pour que vous sentiez un peu l'ambiance dans laquelle allait se nouer cette relation. Donc Sally entre dans ma maison, elle commence à me raconter des éléments de sa vie personnelle. Issue d'une petite communauté de l'ouest de l'Alaska, elle vit depuis de nombreuses années dans la périphérie de Fairbanks, dans un chalet sans eau courante. Elle tricote pour se faire de maigres revenus et consacre une bonne partie de ses journées à tenter de survivre malgré les séquelles physiques et psychiques laissées par différents abus. De mon côté, je lui explique ce qui m'amène en Alaska. Je lui montre des photos de ma famille, je lui parle de Saturvik, l'association des femmes inuites du Nunavik que je dirigeais à l'époque. Et Sally me confie avoir subi plusieurs épisodes de violence familiale et conjugale depuis son enfance. Le fil de son récit l'amène à réaliser qu'elle aimerait me raconter sa vie. En apprenant que je développe un projet au sein de l'association des femmes inuites du Nunavik, un projet sur la production de témoignages sur la violence familiale, elle décide que son récit serait adressé aux femmes du Nunavik et que moi, je jouerais le rôle de l'intermédiaire. Sally est installée sur le canapé en face de moi. Elle s'empare subitement de sa tablette. Elle la dirige vers moi et commence à me filmer. Elle m'interroge sur ma relation avec mon père, ma mère, mon conjoint et les femmes du Nunavik. Donc je réponds, je me livre, je joue le jeu. Mais un profond malaise s'empare de moi. Tout d'un coup, je suis devenue l'observée. Le début de ma relation avec Sally est à l'image de sa fin brutale. Tout en me livrant des pans de son histoire personnelle, elle ne cessera de me questionner sur mon identité et ma légitimité d'anthropologue. L'après-midi même, à sa demande, nous allons donc chercher une caméra au département d'anthropologie et nous aménageons un petit studio dans mon logement. Et Sally va s'installer assez vite dans ma vie. Étant donné qu'elle habite loin, qu'elle doit faire 40 minutes de marche et ensuite 30 minutes d'autobus pour revenir à l'université, et moi, n'ayant pas de voiture, je lui propose donc de dormir chez moi pour qu'on puisse étaler le travail d'enregistrement vidéo sur plusieurs jours. Donc elle mange et dort sous mon toit. Elle m'accompagne lorsque j'emmène mon fils ou que je vais le chercher à la garderie. Et pendant mes absences, elle tricote des écharpes en laine de bison. Et puis, elle me raconte une histoire très douloureuse lors de nos entretiens. Victime de négligence parentale, d'inceste, d'agression, de violence conjugale au point d'avoir été battue à mort. Elle explique qu'elle a dû plusieurs fois ramasser les petits bouts d'elle-même les petits bouts qui restaient d'elle et continuer à marcher. Parfois, elle pleure et me regarde, les yeux suppliants, parfois les yeux assassins. Parfois, je suis sa confidente et parfois son ennemie. Je représente les femmes du Nunavik à qui elle veut transmettre un message. Je représente sa fille à qui elle demande pardon. Je représente les chercheurs, les Blancs, le gouvernement américain à qui elle crie sa rage. Alors je me terre dans le silence pour lui laisser ses mots la soulager. Mais parfois la violence de sa douleur et sa haine sont insoutenables et j'interromps son récit. Sally me dit que ce travail que nous avons entrepris ensemble va m'aider dans ma recherche. Alors, tout en accueillant son histoire, je cherche à donner un sens à ces échanges et à trouver le point de départ d'un travail collaboratif.
Notre relation se brisa cependant un jour, aussi rapidement qu'elle s'est nouée, et dans ce même décor de la Rainy Cabin. Après avoir couché mon fils, je rejoins Sally dehors et je lui propose qu'on écrive toutes les deux un article sur sa vie pour parler des injustices qu'elle a vécues. Mais là, c'en est trop pour elle. Elle ne voit plus en moi que l'universitaire qui colonise, la blanche, la privilégiée, trop occupée dans ma vie professionnelle, ma vie de mère. Elle montre du doigt mes livres sur les Inuits et elle s'insurge face à ces personnes qui osent écrire sur son peuple. Elle me demande si je serais prête à tout quitter pour vivre dans l'Arctique et une bonne partie de la soirée, je suis la proie de ses critiques. Donc je me sens attaquée et je finis par sortir de mes gonds et le lendemain matin, nous nous rendons directement à mon bureau. Je lui remets tous les enregistrements que nous avons faits et j'efface toutes les traces de sa vie dans mon ordinateur. Mais pas dans mon cœur. Alors, l'histoire de ma relation avec Sally n'est pas une exception. J'ai connu d'autres expériences de ce type et des collègues ont rencontré des difficultés similaires dans d'autres contextes. Mais de par son intensité et sa violence, cette expérience fut cependant la plus marquante et la plus bouleversante au point de m'amener à m'interroger sur la légitimité de mes recherches avec les Inuits. Cette expérience a été en fait l'origine d'une remise en question radicale, celle de ma passion pour l'anthropologie. Et en fait, je dirais que ma rencontre avec Sally a littéralement fait imploser ma vie d'anthropologue. J'étais prête à tout arrêter, à rentrer chez moi, à fermer les portes. Et c'est la raison pour laquelle, à un moment donné, j'ai eu besoin d'écrire, de la regarder sous toutes les coutures, cette relation, pour saisir en fait les enjeux divers qu'elle recelait. Alors, j'en présenterai trois principaux ici. D'abord, le fait que cette relation représente une situation, fait référence à une situation coloniale, l'imposture de la position de chercheur sur le terrain dans les communautés inuites, et enfin le contexte d'un terrain qu'on qualifie de sensible. Cette rencontre avec Sally, cette rencontre manquée avec Sally est traversée en fait par des rapports de force qui illustrent clairement les enjeux de pouvoir qui sont propres à la situation coloniale dans laquelle les Inuits se trouvent toujours aujourd'hui et à laquelle se heurtent aussi les chercheurs. Derrière les questions de Sally se sont profilés un ensemble de critiques qui sont adressées encore aujourd'hui aux chercheurs et que j'ai souvent entendues lors de mes terrains au Nunavik. C'est ce que résume parfaitement bien Martha Flaherty, donc qui est une Inuk, dans un discours qu'elle a prononcé devant des étudiants en études nordiques en 1994, alors qu'elle était présidente de Pauktuutit, l'association des femmes inuites du Canada. Donc, je traduis grosso modo ce qu'elle disait. En tant qu'étudiant en études nordiques, vous allez devenir coutumier, familier avec cette pratique selon laquelle des gens du Sud, donc des grandes métropoles du Sud, viennent dans le Nord pour faire leur terrain pendant de nombreux mois, plus souvent l'été, et vont connaître des gens, vont recevoir de l'aide, des gens qui habitent dans le village. Et ensuite, ils vont repartir dans le Sud, écrire, publier leurs résultats, et ils vont être reconnus comme des experts. Encore plus s'ils ont cité des Inuits dans leurs textes. Ces chercheurs-là influencent par la suite ceux qui développent des politiques et qui vont donner des orientations pour créer des programmes ou développer des financements pour les Inuits. Alors, ces critiques mettent vraiment l'emphase sur les enjeux du savoir et la relation complexe qu'il entretient avec le pouvoir. Certains Inuits, à l'instar de Zibibinunga, qui est un homme politique, un intellectuel du Nunavik, et bien d'autres personnes encore, voient en fait dans le travail de l'anthropologue et d'autres chercheurs aussi,
une forme de pillage des savoirs inuits. Un pillage qui leur permet d'acquérir une position de prestige et de pouvoir, renforçant ainsi la domination coloniale. L'un des enjeux principaux pour les autochtones du Canada concerne désormais le contrôle des recherches produites sur leur territoire et dans leur communauté. Et c'est là un enjeu éminemment politique qui est lié à l'affirmation de leur autonomie, de leur capacité en tant que peuple autonome à mener des recherches sur leur propre société. Donc l'anthropologue qui fait du terrain dans les communautés inuites aujourd'hui se retrouve nécessairement mêlé à ces rapports de pouvoir, desquels il est difficile de s'extirper. Ceci se lit même dans le travail quotidien, ordinaire de l'anthropologue. L'entreprise de recherche, donc peut-être perçue comme une activité étrange aussi pour certains Inuits, une activité qui n'a pas toujours de sens. Même si certains voient dans la recherche un levier stratégique et politique, d'autres la considèrent comme une pratique qui reste déplaisante et intrusive dans certaines circonstances. La présence même de l'anthropologue est considérée de façon suspecte et c'est ce que n'a pas manqué de me faire remarquer Sally les nombreuses fois qu'elle m'a interrogée sur les réelles raisons de ma présence à Fairbanks. Et cette même situation se retrouve finalement quand je vais dans les communautés du Nunavik, où on me demande pourquoi je suis ici. Et si on ne me demande pas, les gens vont supposer que je suis une enseignante, une infirmière ou pire, une agent de protection de la jeunesse. Alors, en général, j'évite de dire que je suis anthropologue pour user de l'étiquette moins connotée de chercheur, ce qui n'est pas non plus une solution idéale. Ma rencontre manquée avec Sally rappelle par ailleurs certains aspects propres au terrain qui sont dits sensibles, dans le sens où ces derniers sont porteurs d'une souffrance sociale, ces terrains sensibles, porteurs d'injustice, de domination, de violence, et parce qu'ils impliquent de renoncer à certains protocoles d'enquête qui peuvent être alors jugés trop rigides dans ces terrains sensibles. J'ai vécu plusieurs années dans certaines communautés du Nunavik. J'ai travaillé pour l'association des femmes inuites de la région. J'ai côtoyé des femmes, des mères lorsque j'emmenais mon fils à la garderie. Et j'ai été témoin direct de la souffrance sociale dans ces villages-là. Et j'ai été témoin aussi de ce que les Inuits développent comme tentative d'échapper, enfin de se guérir. Il me paraît difficile désormais de développer des recherches qui n'aient pas de sens pour les Inuits ou qui ne servent pas en partie leurs intérêts. Par exemple, quand je me souviens d'une personne que j'aimais bien interroger, une femme dans un village inuit, dans le village d'Ivuyivik, et on avait fait une série d'entretiens qui était vraiment super passionnant pour elle et pour moi. Et un jour, elle est arrivée complètement fermée et elle n'arrivait pas à parler. Elle avait beaucoup de mal, donc j'essayais de démarrer un peu l'entretien avec des questions. Puis au bout d'un moment, j'ai arrêté, j'ai bien vu que ça n'allait pas. Mais c'est là que je me suis dit qu'on était vraiment en... Moi, j'arrivais avec mes questions sur l'histoire du village, en quelle année la coopérative avait été ouverte, etc. Et en face de moi, j'avais une femme qui s'était fait battre la nuit précédente par son mari. Donc, il y a ces moments où le chercheur est complètement décalé par rapport à ce que peuvent vivre les gens qu'on rencontre. Donc, je pense que du coup, c'est très difficile de ne pas être un chercheur engagé quand on travaille dans ces contextes-là. Et je pense qu'une anthropologie engagée est possible sans que pour autant cet engagement ne devienne un frein à notre liberté de penser ou à notre esprit critique. Certaines précautions s'imposent cependant.
La première consiste à conserver une posture réflexive visant à analyser les enjeux de pouvoir dans lesquels les anthropologues sont pris, c'est-à-dire que m'observer moi-même dans la relation que je construis avec les autres. Par exemple, lorsque je pose des questions qui n'ont pas de sens pour mes informateurs parce qu'ils vivent une situation de souffrance sociale, liée d'ailleurs en partie à des traumatismes historiques, ne suis-je pas là en train de réintroduire une forme de violence symbolique, une forme de relation, d'imposer en fait une relation asymétrique? Mais cet engagement doit être réflexif, mais également critique, c'est-à-dire qu'il ne doit pas pour autant me mener à renoncer de façon radicale à ma position d'anthropologue, à toutes mes méthodes, à tous mes concepts, à toutes mes façons de penser. C'est important que j'assume mon identité d'anthropologue, de femme blanche, engagée. Voilà. Alors, les critiques qui sont portées par les intellectuels autochtones dépassent cependant de loin la simple lutte de pouvoir. En fait, aujourd'hui, et c'est en ça que je pense qu'il y a un nouveau bouleversement dans les sciences sociales, c'est que ces critiques pointent le fait que les méthodes privilégiées par l'anthropologie, le travail d'écriture ou encore ces principes conceptuels et épistémologiques sont en fait le reflet d'une rationalité scientifique occidentale qui s'impose à leur réalité. Aujourd'hui, depuis quand même une décennie, un peu plus, les autochtones remettent en cause les méthodes classiques de la discipline, comme par exemple l'entretien ou l'observation participante. Qui vont en fait, ces méthodes qui vont parfois à l'encontre de certaines règles de bienséance locale ou qui vont reproduire à certains égards la relation coloniale. Par exemple, questionner les autres, donc la base même du travail de l'anthropologue, poser des questions, n'est pas très bien vu par les communautés inuites. Les jeunes, en fait, auparavant, n'avaient pas vraiment le droit, d'écouter les conversations des aînés. Ils ne posaient pas de questions directes. Ils apprenaient par imitation, par essai, par erreur, en suivant, en observant les adultes. Mais l'acquisition et le transfert de connaissances ne s'opéraient pas par le biais d'une enquête interrogatoire. Et c'est d'ailleurs l'expression péjorative apirkror, qui signifie celui qui pose des questions, qui est employée le plus souvent au Nunavik pour désigner l'anthropologue. Et donc, en général, quand on reçoit cette étiquette de apirkror, c'est pas très bien vu. Tout comme ce qui se joue autour de l'observation ou des entretiens, les différentes interprétations qui peuvent émerger de la mise par écrit des expériences ethnographiques, c'est-à-dire quand l'anthropologue écrit des livres ou des articles à partir de la parole de personnes qu'il a rencontrées sur le terrain. En fait, l'interprétation que les autochtones font de ces mises par écrit illustre la présence de ce qu'on pourrait appeler des conflits ontologiques au cœur de la production des savoirs. L'écriture fait partie prenante du travail ethnographique, du début à la fin, nous dit Clifford, un anthropologue américain. L'écriture représente néanmoins une forme de rupture avec le travail de terrain et les personnes avec lesquelles nous avons noué des relations, et c'est ce que nous dit Florence Bouillot, une anthropologue française. Mais cette rupture est particulièrement mal vécue par les peuples autochtones qui privilégient de façon très marquée le renforcement et la préservation des relations sociales, qui passent d'ailleurs toujours par l'oralité. Pour les Inuits, nous dit John Amagwalik, un penseur et homme politique du Nunavut, l'oralité reflète les sentiments provenant du cœur, tandis que l'écrit vient de la raison. L'idée même d'écrire renverrait à la précarité et à la fragilité. Michel Terrien, une ethno-linguiste française, montre en effet que la terminologie utilisée pour désigner l'écriture en inuktitut, donc en langue inuit,
est la même que celle pour désigner les traces au sol, dans la neige éventuellement, soulignant la fragilité et l'évanescence du message écrit. Pourtant, dans son travail sur l'art graphique chez les Inuits du Nunavut, Aurélie Maire explique que l'écriture tend aujourd'hui à être considérée comme un support essentiel à la transmission des savoirs. Mais ce qui est plus récent en termes de remise en cause, et ce qui me fait dire qu'on entre peut-être là dans une 5e période, c'est que décoloniser la science aujourd'hui passe par une mise en cause radicale des fondements conceptuels et épistémologiques de celle-ci. Pour cela, il est nécessaire de reconnaître que les concepts fondateurs, et par exemple comme celui de société en sciences sociales, qui est tout à fait central. Peut-on faire de des sciences sociales sans parler de société? Donc, il est nécessaire, selon Paul Tilto, un anthropologue britannique, de reconnaître que les concepts fondateurs sont des constructions qui ne sont pas toujours pertinentes si l'on se situe dans un autre paradigme scientifique. Toujours selon Paul Tilto, il est important d'affirmer que les idées abstraites, les concepts produits par les sciences sociales, doivent être considérés avant tout comme des idéologies qui sont imposées par le monde occidental plutôt que comme des théories. Sean Wilson, un intellectuel d'origine Cree, rappelle en effet que les savoirs sont toujours situés. Ils sont produits dans un contexte politique, social et culturel particulier. Il est alors possible de concevoir différemment ce qu'est le savoir en insistant, selon lui, sur la dimension morale, voire spirituelle, en renvoyant également à l'importance d'apprendre à connaître ou reconnaître sa place et son rôle dans le monde et à savoir se situer par rapport aux autres. La plupart des intellectuels autochtones proposent en fait de redéfinir la science, de proposer un nouveau paradigme, à l'instar du psychologue d'origine Innu, Jacques Curtness, pour qui la science et l'art sont les deux facettes d'une même réalité. Et je le cite, « Dans la conscience autochtone, la science est aussi une forme d'art qui incorpore objectivement une explication d'une réalité du monde naturel, impliquant également une façon de voir et regarder. » L'enjeu pour ces intellectuels est désormais d'imaginer ce nouveau paradigme qui reflèterait mieux leur façon d'être et de percevoir le monde, donc leur ontologie, ce qu'on nomme leur ontologie. Ils formulent des propositions différentes en fonction de leur inscription dans le monde. Mais la plupart du temps, ces propositions sont forgées en réaction à des contextes de domination ou d'oppression politique. Le point commun, cependant, de plusieurs de ces propositions formulées par les intellectuels autochtones renvoie à l'importance accordée à la relationnalité, c'est-à-dire à la nécessité de considérer l'être, qu'il s'agisse du chercheur ou de ceux avec qui il travaille, du point de vue de sa relation aux autres et à l'environnement. Sean Wilson place en effet la relation, ou plutôt ce qu'il nomme la relationnalité, au cœur d'une épistémologie autochtone. Cette dernière comprend l'existence de plusieurs niveaux de réalité qui sont autant d'ensembles de relations. Et c'est ce qu'il explique. Il dit ainsi, je traduis ce qu'il dit, ainsi, la réalité n'est pas un objet, mais un processus de relation. En ce sens, il considère que le savoir est avant tout relationnel, donc qu'il est le produit de relations, et s'inspire en cela de propositions qui avaient été formulées par son père une décennie plus tôt. Une autre chercheure, Margaret Kovac, professeure en éducation à l'Université de Saskatchewan, d'origine Cree et Saulteaux, tente elle aussi de définir les critères d'une épistémologie autochtone relationnelle et holistique. Selon elle, ce nouveau paradigme ne serait pas une simple construction intellectuelle, mais il représenterait à la fois une façon de vivre et d'être dans le monde qui reflèterait la bonté, goodness. Margaret Kovac définit cette dernière notion comme une manifestation pratique
qui viserait à maintenir de bonnes relations avec les autres et l'environnement, et également à apporter des transformations sociales positives. Donc c'est comme ça qu'elle envisagerait ce que devrait être une recherche. Cela implique, selon elle, de recourir à des méthodologies qui sont proches, pourrait-on dire, pour certaines de l'anthropologie, comme la réflexivité, l'approche narrative, l'éthique et la responsabilité sociale. D'autres méthodes préconisées par cette approche me paraissent cependant relever d'une dimension ontologique plus éloignée et pourraient en cela représenter des défis plus grands pour les chercheurs non autochtones. Ces méthodes renvoient à l'idée d'une conscience de la relation entretenue avec les lieux, à la méthode, à celle d'une non-division entre le physique et le métaphysique, à celle d'un équilibre relationnel, ou encore à l'idée de la bonté comme manifestation pratique de la recherche. L'anthropologie non autochtone est-elle prête à embrasser ce changement de paradigme? Les anthropologues se sont-ils suffisamment interrogés sur le potentiel et la légitimité des réflexions autochtones dans le renouvellement de la discipline? Les savoirs autochtones ont souvent été et longtemps été réifiés ou considérés comme des connaissances factuelles ou des informations plutôt que comme des propositions qui étaient porteuses d'une véritable valeur épistémologique. Si l'on considère que l'on accorde la même valeur à l'ensemble des savoirs produits par les différentes sociétés humaines, est-on pour autant prêt à considérer les écrits des intellectuels autochtones comme de véritables contributions scientifiques? La critique formulée par les autochtones à l'encontre de la science occidentale pourrait-elle être la source d'une transformation encore plus radicale de celle-ci? Dès la fin des années 60, Georges Devereux appelait à regarder les savoirs acquis dans les sociétés qu'il appelait à l'époque sociétés primitives, non pas seulement comme des phénomènes culturels, mais aussi comme sciences, bonnes, mauvaises ou médiocres, mais comme sciences contenant des noyaux de vérité. Dans sa leçon inaugurale au Collège de France sur les savoirs autochtones, Manuela Carneiro da Cunha met bien en évidence l'importance de plaider pour l'équivalence des savoirs, la diversité des ontologies et le potentiel innovant des savoirs autochtones. Même s'ils n'ont pas encore analysé toutes les implications de cette transformation méthodologique et épistémologique, les chercheurs qui travaillent au contact des sociétés autochtones ont cependant commencé à envisager la recherche à travers le prisme de la relationnalité et non plus de la rationalité. Ils ont mis en lumière la pluralité des façons d'être dans le monde et ont contribué à montrer en fait que la dualité entre nature et culture n'était pas universelle et qu'elle était héritée de la période des Lumières qui fonde l'épistémologie moderniste. Malgré ce tournant ontologique au cœur de la discipline anthropologique, les propositions invitant à repenser les méthodes, la façon d'écrire ou encore la dimension épistémologique sont encore rares. Récemment, Tim Ingold, un anthropologue britannique, a publié un essai dans lequel il explore en fait les différentes façons dont la relationnalité influence sa façon de penser, de pratiquer l'anthropologie. Et il propose la définition suivante de l'anthropologie. En anglais, il dit « Anthropology in my definition is philosophy with the people in ». Donc, selon ma définition, l'anthropologie, c'est philosopher avec les gens. Donc, même si j'aime beaucoup les textes d'Ingold qui sont portés par une véritable immersion dans la pensée autochtone, il me semble qu'il parle d'un idéal, celui de la véritable rencontre un jour des pensées autochtones et des pensées rationalistes du monde moderne. Est-ce que cette rencontre est possible? Voilà, en fait, la question derrière, c'est celle-ci. Il me semble qu'elle est possible à certains égards, mais qu'une forme également d'incompatibilité
pour reprendre le terme que Sylvie Vincent utilisait pour parler de l'impossible rencontre entre les versions amérindiennes et classiques, version des chercheurs de l'histoire. Donc, elle parlait d'incompatibilité de ces versions-là. Je me demande à quel point la rencontre entre les épistémologies autochtones et nos épistémologies rationalistes est possible, en fait, s'il ne demeurera pas toujours une forme d'incompatibilité. Malgré tout, nous sommes en droit de nous interroger sur l'avenir incertain de l'anthropologie en milieu autochtone. Née avec les entreprises impérialistes, l'anthropologie elle-même est-elle amenée à disparaître avec l'avènement d'un contrôle de la recherche par les autochtones? Peut-elle survivre aux nombreuses critiques formulées à l'encontre de son héritage colonial et de sa rationalité, de ses principes épistémologiques? La question n'est pas vide de sens puisque déjà des anthropologues ont déserté certains départements d'études autochtones. En Nouvelle-Zélande, par exemple, plusieurs d'entre eux ont renoncé à mener des recherches avec les Maoris en raison de la situation qui, selon Natacha Gagné, est devenue insoutenable à cause du contexte conflictuel de ce champ de recherche. Au Canada, la pression va s'accentuer dans les prochaines décennies, alors que certains chercheurs commencent à grincer des dents devant l'influence grandissante des Inuits et des Autochtones en général, dans les comités d'éthique et dans les comités d'attribution des financements. Ces chercheurs chuchotent aussi leur inconfort face aux critiques qu'ils reçoivent des communautés autochtones. Et tout récemment, une chercheuse que je connais m'a confié ainsi son désir de quitter le champ des études autochtones au Canada pour ces raisons. De mon côté, je fais le choix d'embrasser la posture de l'indiscipline. Cette posture fait en fait référence à une approche critique du savoir qui prône l'importance de jouer avec les frontières de la discipline et avec la réflexivité. Donc plutôt que de choisir un camp ou un autre, de travailler à l'intérieur d'un cadre disciplinaire ou d'un autre, d'être au service des autochtones ou au service de la science, il me semble plus fructueux de choisir la position précaire et déstabilisante de l'entre-deux. Cette approche exige une certaine capacité à faire face aux critiques, à les accueillir, donc à ces critiques qui peuvent émaner d'une part comme de l'autre. Il s'agit ainsi d'accueillir la critique des peuples autochtones vis-à-vis des méthodes, des concepts, des épistémologies de la discipline, tout en acceptant également la critique des anthropologues, donc de mes pairs, quant à l'usage non canonique de certaines méthodes ou concepts. En effet, il me paraît important de mettre en perspective en fait ce dialogue entre ces deux bords, car il n'y a pas d'une vérité à découvrir, mais plutôt un dialogue à engager. C'était donc l'objectif de cette présentation. Cette présentation, je pense que c'est comme ça qu'il faut l'apprendre, c'est le reflet d'une pensée en mouvement. Une pensée qui tente de saisir en fait les dynamiques et les relations dans toute leur complexité, dans un contexte de production du savoir qui est sous pression. Tout se joue finalement dans cette rencontre entre le je et le tu, comme l'énonce fort justement Émile Barzini. Mais ce dialogue n'est pas la mise ensemble de deux positions égales. Elle est la mise ensemble de deux positions qui sont disparates, pour reprendre ici les termes que Lacan utilise pour qualifier la relation de transfert. Il s'agit donc, par le biais d'une écoute des autres savoirs et des autres perspectives, et celui d'une réflexivité sur ses propres savoirs, catégories et pratiques, de rendre compte de ce dialogue et de ses positions disparates. Dans ce contexte, expérimenter l'impossible, la rencontre manquée, comme voilà, ce fut le cas avec Sally, représente l'occasion de repenser les limites de nos pratiques et de nos pensées et d'envisager éventuellement d'autres chemins.